Bonjour, je suis Olivier Croissant, analyste quantitatif dans un département equity de Natixis. Et ce que je vais vous proposer de regarder avec ce challenge, c'est un problème de pricing d'instruments exotiques qui est extrêmement utilisé en ce moment. Et alors je vais commencer par vous décrire l'instrument pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il fait et de la signification des paramètres qui y sont associés. Alors l'instrument s'appelle un Yeti Phoenix et le but de cet instrument, c'est offrir à la contrepartie avec laquelle on négocie, typiquement des fonds de pension, des trésoreries, des coupons qui sont plus élevés que ce qu'ils percevaient s'ils s'investissaient sur des bonds ou des instruments beaucoup plus simples. Et alors, la contrepartie c'est que dans certains cas, ça ne marche pas. Dans certains cas, la contrepartie devra en fait verser à la banque une certaine somme en fin de contrat. Et je vais vous décrire un petit peu tous les paramètres de cet instrument. Alors, cet instrument, en fait, est un ensemble de coupons qui sont payés tous les 3 mois ou tous les 6 mois jusqu'à une maturité d'environ 7 ans ou 10 ans. Et ces coupons se répartissent en 3 types de coupons. Il y a d'abord un bonus coupon. Le bonus coupon, c'est tout simple, c'est un certain pourcentage qui est complètement déterminé. C'est par exemple 2%, 1%, 1,5%. Et ça ne varie pas, c'est totalement inconditionnel. Le deuxième coupon, c'est le coupon Yeti. Lui, il n'est payé que si le prix d'un panier est inférieur à une certaine limite qui s'appelle donc la barrière du Yeti. Et alors, ce panier, en fait, ici, que j'ai appelé PI, c'est en fait calculé sur le minimum de 3 indices qui peuvent être des stocks, qui peuvent être des ETC, des taux de change. La plupart du temps, c'est des stocks. Ça peut être, alors assez souvent en ce moment, c'est des bancaires, c'est-à-dire c'est des cours de banque qui sont assez volatiles et donc assez intéressants pour obtenir un peu de volatilité. Il faut savoir que plus il y a de volatilité et plus vous allez avoir la possibilité d'avoir des coupons Yeti qui sont élevés, des coupons Phoenix qui sont élevés. Et le troisième coupon, c'est le coupon Phoenix, qui n'est payé que lorsque l'instrument est autocollé. Alors, qu'est-ce que l'on appelle autocollé ? Eh bien, c'est un événement qui arrive et qui annule complètement la transaction en contrepartie du paiement d'un coupon spécial qui s'appelle le coupon Phoenix. Alors, en plus, à la fin du deal, si le deal n'est pas autocollé, eh bien, le client doit payer à la banque d'investissement un PDI. Un PDI, c'est un put down and in. C'est une option, c'est la valeur d'une option qui n'est activée que si le prix du panier est descendu en dessous d'une certaine limite. Et si le prix du panier descend en dessous d'une certaine limite, mais même remonte après, le put est activé et à la fin du trade, le client est redevable à la banque de la différence positive entre le strike et la valeur du panier. Bon, ça peut paraître effectivement un petit peu compliqué, mais il faut voir que derrière tout ça, l'idée, c'est essayer de maximiser la valeur des coupons pour le client, avec effectivement l'idée que le client joue une vision qu'il a du marché. Alors, par exemple, là, ici, j'ai parlé du panier où on prend la valeur minimum de S1, S2 et S3, qui sont 3 underlying. Pourquoi est-ce qu'on va prendre la valeur minimum ? Parce que, par exemple, si on prend des indices boursiers, eh bien, les gens se disent, sur le long terme, la bourse, ça fait que monter. Donc, en fait, c'est tout à fait raisonnable de se dire que le minimum de ces 3 indices doit monter. Et si on est désavantagé, si on prend le risque, le seul risque que l'on prend, c'est finalement que ce minimum s'écroule, et alors là, effectivement, l'instrument ne vaudra plus rien. Mais donc les gens aiment ce type de pari,
et donc le mettre assez facilement dans des véhicules d'investissement, dans la mesure où, bien sûr, il est mélangé avec d'autres types d'investissements beaucoup plus raisonnables. Donc je vous propose de calculer la valeur de ce type d'instrument. Et à l'heure actuelle, ce type d'instrument est calculé donc avec des méthodes qu'on appelle de Monte-Carlo et qui impliquent des modèles stochastiques sur l'évolution des différents indices sophistiqués. Quand je dis modèle stochastique, c'est ce que l'on appelle donc les taux d'intérêt, on suppose qu'ils vont être stochastiques. Les underlying, bien sûr, ils sont stochastiques, mais en plus, il y a ce qu'on appelle de la volatilité locale pour tenir compte des marchés d'options qui, eux, nous donnent des informations donc extrêmement détaillées sur ces underlying. On a de la corrélation entre tous les underlying et on peut même en plus avoir envie de tenir compte de la volatilité elle-même. Ce qui fait que ces modèles sont très sophistiqués et on est obligé d'utiliser des fermes de calcul pour les évaluer. Et une évaluation d'un tel instrument dure entre 1 seconde et 10 minutes, voire même un peu plus. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser ces instruments, qu'on a besoin d'évaluer les couvertures de ces instruments, on est obligé de faire beaucoup d'évaluations. Typiquement, plusieurs centaines d'évaluations. Typiquement, pour évaluer ce que l'on appelle une value at risk, par exemple, qui est une mesure statistique du risque représenté par ces instruments. Et plusieurs centaines d'évaluations avec une évaluation qui dure 10 minutes, je vous laisse calculer, ça devient très pénible. Et donc, très rapidement, on s'est tourné vers des méthodes qui permettent d'accélérer les choses. Et le machine learning, donc, en est une. Alors, ce que je vais vous proposer, donc, c'est de réaliser un pricer rapide de cet instrument. Alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va prendre donc, les 23 paramètres qui spécifient cet instrument. Il y a 23 paramètres. Là, vous en voyez quelques-uns. Donc, vous voyez le coupon bonus, la barrière Yeti, le coupon Yeti, la barrière Phoenix, le coupon Phoenix, etc. Jusqu'à la maturité. Et puis, il y a les paramètres de marché aussi. Donc, ça fait 23 paramètres. Et le but, c'est calculer le prix. Alors, on a normalisé les paramètres entre 0 et 1, on a normalisé le prix entre 0 et 1, ce qui fait que comme le prix peut être positif ou négatif, le prix moyen est effectivement aux alentours de 0,5. Donc, en fait, on a simplifié les choses de telle manière qu'a priori, ce qu'il faut faire, c'est de l'interpolation non linéaire en 23 paramètres. Ce qui, dit comme ça, paraît très difficile. Pour beaucoup de raisons, donc l'interpolation non linéaire en très grande dimension est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et il se trouve que là, pour un certain nombre de raisons, ça paraît marcher. Et je vais essayer de vous en dire plus après. Là, je vous spécifie donc que le challenge s'organise. On vous donne donc 1 million de prix, donc 1 million de fois 23 paramètres plus le prix. Et la base de testing sera 400 000 prix, donc dans l'enveloppe convexe, bien sûr, de la base de learning. La mesure de risque, donc, c'est une somme la somme des carrés des différences, donc une mesure très très simple qui s'accommode très facilement d'une fonction de loss dans la plupart des frameworks. Donc, très très simple. Alors, ici, j'ai essayé de vous donner quelques idées sur pourquoi est-ce que ça marche. A priori, ça ne devrait pas marcher, mais il se trouve que ça marche. Et finalement, ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de situation. Il y avait déjà, par exemple, dans les années 50, on a créé donc une classe d'algorithmes qu'on appelle l'algorithme du simplex, qui permettait de résoudre des problèmes avec un grand nombre de contraintes. Et normalement, ce type d'algorithme n'aurait pas dû marcher, et dans la pratique, ça marchait très bien. De la même manière, en 2011, on a vu apparaître des techniques de machine learning, de classification de machine learning, qu'on appelle tangent manifold classifier, qui,
de la même manière, n'aurait pas dû marcher. Et puis, marche aussi très bien. Et pourquoi est-ce que ça marche très bien? Eh bien, ça marche bien parce qu'en fait, la dimension apparente du problème peut être très grande, mais la dimension réelle, locale du problème, elle, peut être très faible. Et quand elle est très faible, un algorithme suffisamment fin peut arriver à exploiter cette information pour faire marcher l'algorithme. Et en fait, c'est probablement ce que l'on observe aussi dans les problèmes de pricing. Je ne vais pas m'étendre plus là sur la raison pourquoi ça marche bien, mais on peut en discuter en dehors. Alors, un petit mot sur la méthodologie. La méthodologie, on a employé donc un réseau de neurones bâti donc en Keras au-dessus de TensorFlow. Là, le réseau qu'on a employé, c'est 11 niveaux. Alors pourquoi 11? Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que on avait commencé par 5, 6, 7, et puis on a remarqué que quand on augmentait le nombre de niveaux, ça marchait un peu mieux. Et on est arrivé à 11, ça marchait bien, et à 12, ça cessait de marcher bien. Bon, on s'est arrêté à 11. Voilà, donc pas beaucoup de... Mais, alors, ce qui est particulier, c'était que, quand je dis que ça marchait bien, ça marchait, mais ça marchait pas franchement bien. Hein. On n'arrivait pas à faire converger l'algorithme. Et donc, on a été obligé d'utiliser un petit subterfuge qui est en fait assez proche de ce qu'on appelle la programmation génétique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, eh bien, si on essaie de faire converger le réseau, et puis après on modifie ce réseau, on rajoute des petits bouts. Alors donc, c'est assez facile en fait de concevoir un algorithme qui permet de bénéficier donc d'un réseau, et puis de partir de l'endroit où est le réseau pour aller un peu plus loin. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, avec ce type d'approche, eh bien, on parvenait en fait à briser le sorte de malédiction donc du minimum local, parce que c'était ça le problème. Le problème, c'est qu'on est coincé dans un minimum local dans ce type de problème. Et donc, grâce à cette idée donc de la programmation génétique, eh bien, on est parvenu à un risque donc du benchmark qui est assez raisonnable. Avant de vous donner quelques éléments sur la manière dont ça fonctionne, je vous montre juste les résultats. Et les résultats, c'est que dans 96% des cas, on a en fait un écart entre le prix prédit par le réseau de neurones et le prix réel obtenu par Monte-Carlo de moins d'1 BP. Et ça, en fait, ça rend l'algorithme utilisable. Voilà, donc juste une dernière slide pour vous montrer, effectivement, là vous voyez sur cette dernière slide, l'ensemble des paramètres. C'est un petit interface qui est fait en Python, en utilisant les widgets de Jupyter. Et on voit effectivement donc, les paramètres, et on voit les 3 courbes, par exemple, qui sont donc des variations du prix en fonction des underlying, du prix en fonction des volatilités, du prix en fonction des corrélations. Et ces prix sont très lisses. Et c'est ce qu'on cherche. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai un plaisir pour y répondre.